Alors, j'appelle un invité surprise parce qu'il n'est pas sur le programme, qui est Antoine Petitjean, architecte et urbaniste, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. On a pensé qu'il était intéressant d'entendre un concepteur après nos deux maîtres d'ouvrage pour qu'il nous raconte aussi un petit peu son ressenti du côté du concepteur dans la relation avec les maîtres d'ouvrage que peuvent être les villes moyennes sur ces questions d'aménagement urbain et paysager. On travaille en particulier avec Antoine en Martinique sur un projet de requalification et de recomposition urbaine d'une petite ville littorale très touchée par la préservation de la biodiversité. Et donc, il a une sensibilité particulière à cette question. Il va nous expliquer un petit peu son expérience, témoigner un peu de son expérience de relation avec des villes petites et moyennes sur les questions de qualité de vie, finalement, de bien-être urbain liées à l'espace public et naturel. Merci. Ça marche? Ouais, ça marche. Non, je fais... Ouais, merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, surprise. C'est toujours bien de partager ces expériences. Alors effectivement, moi je suis architecte urbaniste. Je travaille... Ah oui. Je vais vous présenter quelques projets que j'ai essayé de cibler dans notre pratique. Alors avec Philippe Madec, parce que en tant qu'associé de Philippe Madec, mais aussi des projets que je développe en nom propre, centrés sur cette question, en fait, sur les trois questions que vous soulevez aujourd'hui. D'un côté, la question de la diversité biologique, on va dire, au sens assez large du terme, la question de la résilience climatique sur les territoires, et la question de la fertilité des territoires qu'on aménage aujourd'hui. C'est un peu les trois valeurs de cette table ronde. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris aujourd'hui. Et bien sûr, dans des contextes qui vous intéressent, qui sont comparables à des contextes de villes qu'on dit moyennes. Je sens que je vais le faire sans support. Super, ouais, c'est ça. J'ai pas joué le jeu du PowerPoint, il faut dire. Je suis en PDF. Merci beaucoup. J'ai assez peu de temps, donc je voulais simplement partager avec vous des expériences de maître d'œuvre sur 4 territoires, qui sont peut-être territoires qui vont vous parler. Un exemple dans la ville dite rénovée, c'est les quartiers nord d'Amiens. Un exemple dans la ville nouvelle d'aujourd'hui, alors vous allez me dire Marne-la-Vallée, c'est pas franchement la ville moyenne telle qu'on se la représente, mais quand on regarde Marne-la-Vallée par les communautés d'agglomération, on se retrouve sur des territoires qui finalement évoquent beaucoup les problématiques qui sont celles des villes moyennes. La ville historique, c'est une des communes de la métropole lyonnaise. Et enfin, un exemple que je vais juste évoquer sur la ville nouvelle d'hier, parce que c'était une ville nouvelle à l'époque, Miramas, juste aux portes de la métropole marseillaise. Préserver la richesse des sols, réparer les territoires par le vivant et co-construire une ville des bienfaits. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la question en fait du vivant et du paysage, pour parler de manière très large, c'est une question évidemment politique et d'organisation sur les territoires. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu centré cette présentation sur la question méthodologique, qui est de savoir comment est-ce que nous, en tant que concepteurs, alors architectes, urbanistes, paysagistes et puis toute la flopée des spécialistes qui nous accompagnent quand on arrive sur un projet de territoire, on se positionne en lien avec une fabrique citoyenne du territoire, et ça se joue de manière d'autant plus claire et lisible et concrète aux échelles municipales, aux échelles vraiment de territoire, de villes dites moyennes, même si c'est qualificatif. Moi je trouve qu'il faudrait qu'on trouve autre chose maintenant. 4 exemples. Montévrain, c'est un premier exemple aussi sur la question de la fertilité des sols. Donc c'est la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Je vais juste quand même contrôler mon temps. Voilà. La vraie question sur ce territoire-là, c'était justement de prendre le contrepoint du point de vue purement ville nouvelle, c'est-à-dire de regarder la question de l'urbanisation depuis la politique de ville nouvelle, et d'envisager ça à partir d'abord d'une relecture de ce territoire, de cette géographie, de son hydrographie. On a parlé de tout ça dans les présentations précédentes, et en se posant la question de quelle était la logique fondamentale d'installation d'une urbanisation sur ce territoire à partir de la valeur des espaces ouverts au sens large du terme, à partir de la valeur du paysage, de toutes les valeurs du paysage, à la fois la valeur biologique, de diversité biologique, la valeur climatique du paysage et la valeur agronomique des sols. Et donc ça, c'est un travail qu'on a commencé avec Philippe Madec il y a plus de 10 ans en fait, pour le compte de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, sur des problématiques qui étaient, il faut le dire, complètement absentes initialement des viseurs des aménageurs publics, et en l'occurrence de l'établissement public. Et finalement, ça a été une construction collective, progressive, parfois assez laborieuse, d'une redéfinition de la valeur des sols sur ce territoire.
Donc la lecture des continuités, de l'hydrographie, des affluents jusque vers la Marne, aussi pour répondre à des questions qui sont des questions purement techniques et qui sont des questions de solidarité des territoires les uns vers les autres, étant entendu que là on était sur un plateau et que les problèmes d'inondation qui s'accentuent avec le changement climatique posent la question de l'anticipation et de la prise de responsabilité des territoires amont sur les territoires aval, par exemple. Je vais très vite sur ces peut-être qu'on aura le temps d'échanger un peu plus avec les questions, je vais très vite sur tous ces exemples. En gros, par rapport à une programmation qui était celle de l'aménageur et un territoire qui faisait à peu près 1500 hectares, on a essayé de faire la démonstration qu'on pouvait accueillir les 3200 logements attendus, ce qui c'est pas rien, en faisant une économie foncière assez significative. En clair, on a à peu près retiré 20 hectares de foncier aux 150, en se disant finalement on peut accueillir la programmation en étant plus rigoureux sur la densité, mais aussi montrer que les densités architecturales bâties pouvaient être désirables en étant plus hautes, et ça c'était un saut à franchir assez compliqué, y compris avec les élus, parce que quand des élus ont en tête des formes urbaines, enfin ou plutôt des formes périurbaines, pavillonnaires, et qu'on arrive avec des îlots complexes, un peu plus denses, voilà, il y a beaucoup de pédagogie qui était nécessaire, mais ça nous a permis d'être extrêmement précautionneux dans l'utilisation de ce territoire, parce que en parallèle, on faisait la preuve par des études agronomiques et des études de capacité d'irrigation, par exemple, voilà, que on pouvait réinstaller une agriculture. Et c'est pas un retour à la terre du tout, c'est-à-dire que sur ce territoire-là, qui était un territoire en pleine dynamique d'urbanisation, et en même temps un territoire qui a été marqué par à peu près une quarantaine d'années d'agriculture industrielle, c'était à la fois la ville qu'il fallait réinventer et l'agriculture qu'il fallait réinventer. Et c'est pas du tout non plus un projet, on va dire, ni subventionné, ni un projet de jardins familiaux ou de jardins partagés, c'est un projet d'agriculture productive, c'est un projet économique. C'est-à-dire que ce qu'il fallait faire, c'était faire la démonstration qu'on pouvait réintégrer des agriculteurs avec des modèles économiques qui fonctionnent, donc des acteurs économiques viables, sur un territoire qui allait devenir, parmi les autres acteurs, des acteurs cruciaux dans l'émergence de ce grand paysage qui apparaissait. Ça, c'est le paysage qui est en train de se construire de ce qu'on a appelé le cœur agro-urbain. Je passe parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, ça a trouvé ce nom qui est un peu ingrat, qui s'appelle le cœur agro-urbain, mais c'est devenu une figure territoriale importante qui a permis aussi de fluidifier des échanges politiques à l'échelle de ce territoire. Et c'est aussi un grand équipement public. C'est-à-dire que c'est un parc avec des degrés d'accessibilité différents, parce qu'on ne peut pas rentrer dans un champ productif comme on rentre dans un parc public, évidemment, avec des équipements comme cette halle que vous voyez, qui est un bâtiment qu'on va livrer cette année, 100% bois, fondation comprise. Je le dis aussi parce que dans l'idée de modifier le moins possible les sols et de respecter le plus possible la qualité des sols, on imagine aussi des bâtiments et des dispositifs qui sont réversibles sur ces territoires. Donc c'est à la fois ces paysages-là, qui sont des paysages productifs, alimentaires, et c'est aussi une politique d'espace public. Donc là, vous avez un extrait du plan guide plutôt ciblé sur les espaces publics. On a essayé de venir un peu rompre la logique routière de ce territoire, avec des continuités transversales d'espaces publics, qui donne une déclinaison comme ça de paysages. Et c'est ce qui est vraiment très important, c'est quand même la question de la continuité de la réflexion au travers des échelles. Parce que le paysage, c'est ça, hein, c'est du pas de porte jusqu'à la très grande échelle territoriale. Donc une grande diversité d'approches, simplement en expliquant que finalement, tout ce qui relevait de l'urbain était une occasion pour créer des milieux habités, des habitats pour la faune et des conditions pour la flore qui étaient diverses. Par exemple, là, vous avez sur la gauche quelque chose qui s'est appelé le pré-urbain, mais qui est en fait simplement un espace vert creux. C'est extrêmement simple, hein. C'est des espaces de temporisation et d'infiltration de l'eau pluviale. On a globalement une politique de réduction assez drastique de l'imperméabilisation de ce territoire. Ce que vous voyez là sont des cheminements en stabilisé, par exemple. C'est pas minéral à proprement parler. On a aussi une politique presque de déséquipement de ce territoire. C'est que dans la ville nouvelle, vous savez que beaucoup de choses sont programmées avec une grande inertie, puisque c'est des choses qui sont programmées sur 30, 40, 50 ans. Et quand on dit finalement ce barreau-là routier n'est pas nécessaire parce qu'on n'en a pas besoin tout simplement, on peut simplement garder une piste cyclable, une allée piétonne et on arrive à utiliser différemment la voiture. Et ce que je dis là, c'est pas un plan anti-voiture, hein, on a besoin de la voiture, mais c'est simplement une autre façon d'imaginer la mobilité sur ce territoire. On arrive à désimperméabiliser, on arrive à gérer l'eau à la parcelle, sur des crues centenales à la parcelle par exemple, ce qui nous permet de recharger la nappe, ce qui nous permet d'irriguer les cultures qu'on met en place. Donc, voilà, c'est ce cercle complet de réflexion et d'alternative à l'aménagement que je voulais évoquer. Deuxième exemple, Amiens.
Vous me coupez hein, quand je suis trop long. C'est déjà un peu long. Amiens, je vais très vite. C'est un cas de. Oui, si c'est chiant, faut me dire aussi. Mais non. Amiens, c'est toujours un peu dense, mais le projet urbain, j'arrive jamais à le faire en trop vite. Amiens, réhabilitation urbaine après une première génération de rénovation urbaine par l'ANRU. Simplement aussi en revenant sur une lecture territoriale assez vaste avec la relation entre le plateau et la Somme, on a posé les bases de ce qu'on a appelé le grand projet de territoire, le grand projet de paysage, pardon, qui était de dire finalement la façon de remettre de la lisibilité, du confort et de pacifier cet espace qui est un espace quand même, l'espace public est un espace quand même très tendu à Amiens dans les quartiers nord. C'est par le paysage, pas forcément par l'architecture ni par l'ordonnancement urbain. Ce qui est quand même, y compris dans ce quartier-là, un pas de côté assez important à faire. Et on a montré qu'en construisant petit à petit cette structure de paysage, qui sont des grandes continuités, qui sont des continuités manquantes de ce quartier, on pouvait répondre à des questions climatiques, parce qu'on arrivait à réguler les effets d'îlots de chaleur, qui sont paradoxalement très présents dans ces quartiers. On arrivait à réintroduire de la biodiversité. On arrivait à pacifier les usages, parce qu'on arrivait aussi à densifier. Si vous voulez, c'est la ville moderne, avec la grande générosité de la ville moderne en espace ouvert, hein, l'espace vert des modernes, mais qui a été petit à petit fracturé, cadenassé, parce que mes usages, parce que conflits, parce que incivilité. Et le grand effort que fait ce plan de paysage, ça a été d'essayer de fracturer toutes ces poches qui sont devenues étanches les unes aux autres, par un équipement qui est en fait une grande figure de paysage, une figure vivante, une figure régulatrice du point de vue du climat. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas très facile à mettre en œuvre, je ne vais pas vous le cacher, mais qui était intéressant. Bon, ça fait partie des images qu'on a produites, mais il y a des prototypes aussi qui sont ceux-là. Alors on fait ça avec des paysagistes qui s'appellent Wagon Landscaping. Et simplement, c'est pour montrer aussi que les choses sont des fois simples. Il y a énormément de parkings qui sont sous-utilisés parce que les taux de motorisation dans ces quartiers restent faibles. Et fracturer ces belles surfaces d'enrobés qui sont sous-utilisées pour les ensemencer, pour décompacter les sols, ça donne ce genre de jardin en 2 saisons, si vous voulez. Et ça, c'est très simple, ça coûte pas cher, c'est assez jouissif, je dois vous dire, quand vous arrivez avec votre marteau-piqueur et que vous pétez tout. C'est 3 fois rien, quoi. Et je peux vous dire que il n'y a pas besoin de fonds européens. Enfin, il y a toujours besoin de fonds européens, je ne vais pas dire ça, mais au moins pour payer les architectes. Hein. Mais bon, voilà. Oui. Il y a un côté jouissif, il y a un côté un peu transgressif, il y a un côté extrêmement efficace du point de vue de la biodiversité, du point de vue des usages, et encore plus peut-être du point de vue de la représentation que ça génère chez les habitants eux-mêmes. Parce que les habitants qui avaient leur fenêtre ici, qui passent d'un parking vide, qui leur montre le fait qu'ils n'ont même pas de voiture pour sortir de ces quartiers-là, à un jardin qui est un jardin vivant, qui se transforme au fur et à mesure des saisons, dans lequel ils peuvent intervenir, parce que clairement, c'est pas censé être des jardins accessibles, mais c'est accessible. Ça change complètement la représentation que les habitants ont de leur propre quartier. Donc ça fait partie des petites choses, parce que là tout à l'heure je parlais de Montévrain avec des gestes sur presque plusieurs décennies. On peut faire des choses sur des petites temporalité, avec peu de moyens, et ça transforme radicalement les quartiers sur des questions de diversité biologique. Ça nous permet aussi de gérer l'eau différemment, etc. Je vais aller très vite parce que c'est aussi une question méthodologique. Non, pardon, je suis un peu long, je sais, mais sur la question pas de récréation, tant pis. Sur la question méthodologique, ce qu'on a mis en place ici aussi dans les quartiers nord, ça a été ce qu'on a appelé une cellule d'action de paysage. Ça aussi, c'est un peu transgressif. C'était simplement le constat que les différents services compétents et les différentes entités compétentes sur les espaces ouverts, que ce soit les entreprises des bailleurs qui ont beaucoup de patrimoine végétal, les différents services de la ville, de la métropole, éventuellement du département, les personnels de la gestion urbaine de proximité, ceux qui sont là pour pacifier l'usage de l'espace public, ne se parlaient pas assez. Et surtout que les projets d'espace public et les projets de paysage leur étaient présentés un peu comme des faits accomplis et pas en anticipation, et donc souvent leur poser des problèmes de gestion. Donc cette cellule d'action de paysage, ça a été de mettre en place ces espèces de manière très légère sur des cas un peu comme celui-ci, très ciblés, des outils de discussion transversaux qui nous permettaient de fluidifier les échanges, de mieux comprendre comment chacun fonctionnait, et surtout d'arrêter de faire de sortir un petit peu des paradoxes et des absurdités qui sont assez courantes dans ces territoires-là, entre un bailleur qui ratiboise ses arbres parce que l'entreprise ne fait pas tellement gaffe, et de l'autre côté du trait sur le plan, la métropole qui essaie de développer la biodiversité avec une gestion alternative, par exemple. Mirama, je vous en parle simplement parce que là, c'était une idée, c'est un concours
C'est un dialogue compétitif qu'on n'a pas remporté, mais l'idée était de se dire, par rapport à une idée qui était celle de la revitalisation du centre-ville, donc avec une idée d'attraction par le tourisme, par le commerce, etc., en bénéficiant de l'histoire ferroviaire, de ce nœud ferroviaire, hein, c'est une ville nouvelle de début du siècle, qui a surtout été transformée par l'arrivée du port autonome de Marseille, Fos-Marseille. C'était de se dire, là encore une fois, c'est peut-être le paysage en tant que grand régulateur climatique sur un territoire de la plaine de la Crau, ça a tout son sens aujourd'hui. Ils ont eu 48, je crois, degrés l'été dernier, un peu comme nous tous. Hein. Et donc, ça nous permettait aussi de venir fracturer aussi des emprises monofonctionnelles qui sont, là aussi, on est dans un territoire parfaitement, qui témoigne parfaitement de ce que la modernité a produit sur les territoires en termes de spécialisation et de fonctionnalisme. Et donc ça, c'est une figure à la fois climatique, une fois d'usage, hydraulique. Et j'en parle en termes de méthodologie parce que, alors ça, on l'a étudié avec la paysagiste Laure Thierry, qui ensuite a poursuivi ce travail de manière un peu plus sur le plan de la recherche pendant sa résidence à Rome, à la Villa Médicis en 2017, qui était de se dire finalement ça, c'est un processus qui se construit dans le temps. Évidemment, c'est pas un projet qu'on réalise d'un bloc, c'est un processus. Et il faut le rendre le plus participatif possible, avec aussi l'outil numérique qui aide, et elle a fait ça, mais à l'échelle de la métropole, enfin de Rome, en fait, du Grand Rome, en disant on met en place ce relevé de tous les espaces ouverts qui sont des espaces qui peuvent intégrer cette matrice de paysage à l'échelle du territoire, et on rend la capacité aux citoyens de venir informer et de venir créer des potentiels de projets au gré par gré. Donc ça, c'est pour la méthode. Dernier exemple, qui concerne une petite ville d'une grande métropole, Lyon. Alors Caluire-Cuire, il se présente comme étant à 15 minutes de la place des terreaux. C'est toujours un peu la question de par où on se situe. Moi, je dis souvent que c'est la place des terreaux qui est à 15 minutes de cette petite ville. Vous y voyez peut-être rien sur ce schéma-là, mais c'est un territoire qui est très intéressant parce qu'il est entre la Saône et le Rhône. Et c'est un territoire qui, je ne vais pas dire qu'il subit, mais qui est confronté aux dynamiques métropolitaines. Et effectivement, à 15 minutes de la place des terreaux, vous avez une pression immobilière, une pression foncière qui est extrêmement forte. Et pour autant, vous avez beaucoup d'espaces ouverts, notamment ici, quelque chose qui était assez remarquable, qui sont 150 hectares d'agriculture en plein cœur de la métropole, donc on est dans le rayon de moins de 10 km de l'hypercentre métropolitain, et un réseau de biodiversité, un réseau de structures végétales extrêmement fort sur les deux balmes, donc les deux coteaux qui viennent border le plateau, côté Saône et côté Rhône. Et là-dessus, la ville se posait la question de savoir comment orienter les politiques métropolitaines liées à la mobilité, à la densification urbaine et à la nécessité de créer de nouveaux logements, mais par le paysage et pas forcément par le bâti, par le plein. Et la méthode qu'on a proposée à ce moment-là, c'était de se dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui était de l'ordre de la charte, parce qu'on est forcément dans un projet partenarial dans ce cas-là. Voilà, enfin, voilà, les qualités de paysage de ce territoire, c'est ça. Donc, c'est des cartes postales du début du siècle, mais avec des potentiels qui sont restés quasiment identiques en termes de surface agronomique, agricole notamment. Et aujourd'hui, à droite, ce que vous voyez, c'est la banalisation de ce territoire. On a à la fois un trésor sur ce plateau, en plein centre métropolitain. Il y en a certainement d'autres, mais moi, je n'ai pas d'expérience d'emprise de 150 hectares de foncier agricole en plein cœur métropolitain, encore productif aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut évoluer parce que c'est de la salade en sachet aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait de l'agriculture, enfin de la meilleure agriculture qu'on peut produire sur ces terrains-là, mais en tout cas, il y a un potentiel extrêmement fort qui se banalise. Et ce qu'on a proposé, et ça c'est encore une question méthodologique, et je conclurai sur ça, c'est de mettre en place une charte, mais qui n'est pas une charte descendante qui vient de la métropole, de la commune et qui descend sur les opérateurs, une charte qui parle le terrain, en repérant des sites qui sont des sites révélateurs de transformation de ce territoire, de petite échelle, donc c'est ce recensement-là, et d'appliquer dans chacun de ces sites-là des prototypes, enfin de tester, de prototyper des espaces de manière participative, enfin je dirais même de manière coproductive, parce qu'on est vraiment avec les habitants et les différents acteurs. Alors c'est très divers, hein. On a des zones d'activité, des milieux résidentiels, des espaces beaucoup plus patrimoniaux avec des forts, etc. Mais d'impliquer vraiment les acteurs de ces territoires-là dans la conception des espaces, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est balbutiant comme méthode, mais du point de vue méthodologique, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, enfin qui en tout cas moi m'enthousiasme assez, où on fait des propositions, les habitants font des propositions, il y a de plus en plus d'engouement sur des objets, c'est des petits objets, par exemple ça c'est un square de 1500 m² sur ce plateau. Mais ça donne des projets qui intègrent un dispositif de budget participatif et surtout qui nous permettent de nourrir la charte de paysage, d'urbanisme et de développement durable qu'on porte sur cette commune-là dans un cercle vertueux d'acquisition de connaissances progressives
la petite échelle instruisant la grande et inversement comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est les esquisses de charte avec des thèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je conclue là-dessus. Bon, ça c'est une image, mais plutôt en clin d'œil parce que c'est le projet dont Hélène Pesquine parlait tout à l'heure en Martinique, où là aussi la question de la construction de ce territoire se fait de manière participative, il ne peut pas se faire vraiment autrement. Et c'est un bourg du nord martiniquais qui est soumis à peu près à tous les risques possibles et imaginables, sauf celui d'avalanche, comme ils disent toujours là-bas pour rire, mais où on se pose la question du paysage comme vraiment squelette de cette nouvelle urbanisation, avec la question de l'agriculture qui est centrale, et cette question globale de comment est-ce qu'on préserve d'un côté un milieu qui est, c'est le hotspot du hotspot de biodiversité antillais. Donc je peux vous dire qu'on est il y a l'Amazonie après, si vous voulez, en plus haut, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire de nouveaux logements sans ruiner la question agricole et sans ruiner ce trésor de diversité biologique propre à ce territoire, et tout ça avec les habitants. Voilà, je m'arrête là. Bravo. Merci infiniment. Et d'abord, c'était très... Vous nous avez incité, et c'est un terme que j'aime beaucoup, puisque mes collaborateurs qui sont présents, que je salue, savent que j'ai dit que pour le programme Action Cœur de Ville, il va réussir parce qu'il est disruptif. Vous avez employé l'adjectif tout à l'heure. Alors moi, je vais vous poser une question, mais qui est probablement à côté de la plaque, mais qui va être un peu disruptive. C'est aussi bien votre premier exemple de Marne-la-Vallée que le dernier, effectivement, du projet en Martinique. Alors, si j'étais un peu... je ne vais pas dire pervers sur ces sujets, je dirais, mais est-ce que la notion de zéro artificialisation nette, elle ne s'applique qu'aux petites et moyennes villes et pas aux grandes métropoles? Puisque vous dites, par exemple, qu'à Marne-la-Vallée, on va bouffer X dizaines d'hectares, si j'ai bien compris, centaines. Enfin, je mets ça en perspective, c'est-à-dire que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui d'arrêter l'artificialisation nette. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais qu'on doit le calculer dans un truc global. Vous nous avez, je profite de votre intervention, hein, c'est pas bien sûr ce que vous faites. Vous nous avez dit, mais nous à Marne-la-Vallée, on va prendre 10 ou 100 hectares ou plus pour faire notre opération. Alors moi, je trouve qu'il y a, mais excusez-moi, c'est peut-être absurde ce que je dis, mais il y a quand même un décalage entre une priorité nationale, hein, qu'on annonce, et puis de dire que finalement, grâce au SDRIF ou grâce au etc., finalement, les territoires se sentent exonérés de cet impératif, et rien ne serait pire qu'il ne repose que sur des territoires plus modestes. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est probablement aussi en Martinique, mutatis mutandis, aussi la question qu'il y a, effectivement, comment développer le territoire, mais en conservant son côté extrêmement écologique. Alors, j'avais une question un peu disruptive à vous poser sur Marne-la-Vallée, c'est est-ce que les 3500 logements, hein, je crois que vous avez indiqué, 3002, voilà, on va arriver à 3005, n'ayons pas peur des mots. Non, mais je comprends bien les besoins par ailleurs, hein, c'est pas une critique, mais c'est une réflexion un peu pratique. Est-ce qu'on serait capable à Marne-la-Vallée, qui a énormément de qualité par ailleurs, de construire ces 3200 ou 3500 logements en n'impactant pas l'artificialisation nette? Et c'est ça que je trouve qui serait extrêmement intéressant, puisqu'on l'a à des échelles plus petites dans nos villes dites moyennes, c'est-à-dire que il nous faut réinventer la ville sur la ville si on veut arrêter l'étalement urbain, en quelque sorte, sans impacter négativement, bien sûr, le côté naturel, paysager. Il ne s'agit pas de refaire des tours et puis de mettre du minéral. Donc, je vous pose une question, à vous qui êtes un homme de l'art, est-ce qu'on aurait pu concevoir ces 3500 logements sans augmenter l'artificialisation nette de l'ensemble de ce territoire? C'est pas une question piège, hein, mais... C'est une question piège, j'espère que j'ai pas mon maître d'ouvrage dans la salle. Quelqu'un de non oui, on aurait pu, je pense. Il faut être clair, moi je pense que la question de l'artificialisation aujourd'hui, en fait, elle s'applique à tout le monde, sans distinction d'échelle ni de contexte. Je pense qu'on est arrivé... Je n'ai pas parlé, mais à Miramas, c'était aussi le cas. C'était un territoire en fait trop équipé. Et on a eu un plan zéro construction dans ce concours. On a perdu à cause de ça, parce que le maire ne se voyait pas porter un projet zéro. Mais nous, on disait en fait, vous avez tout, il faut juste transformer. Et la question se pose aussi dans la ville nouvelle aujourd'hui. Et là, on arrive à une nouvelle étape du projet, après 10 ans de
de lutte et de bon service, on arrive à une autre étape de ce projet où on est en train de se poser la question, parce que la ville nouvelle n'est plus si nouvelle que ça. Dans la vallée, ça commence à... Hein, c'est une ville nouvelle déjà un peu vieille. On arrive à avoir beaucoup des secteurs de la ville nouvelle, notamment les secteurs d'activité, qui sont en fin de cycle de vie par rapport à simplement le cycle de vie d'une boîte d'activité. C'est 20 à 30 ans. On arrive à la fin de ces secteurs-là. On arrive aussi à des modèles commerciaux qui ont complètement évolué, qui font que les grandes zones d'activité, il y en a une à côté de cet écoquartier, sont en train de décliner du point de vue de l'attractivité. Et là, nous, la question qu'on est en train d'essayer de rediriger, vous avez vu qu'on a essayé de faire preuve le plus possible d'économie de consommation foncière. Bon, déjà, retirer 20 hectares de charges foncières, c'était pas extrêmement facile auprès d'un directeur général d'établissement. Non, mais j'ai bien compris la question, mais je suis d'accord avec vous. Moi, si j'avais pu faire encore moins, j'aurais été heureux. On va dire que c'est un moyen terme. Mais là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine maturité dans la question pour se dire, finalement, le travail de la ville nouvelle, ça va peut-être être justement la mutation de ce que la ville nouvelle a déjà produit et pas forcément encore l'extension de la ville sur le territoire. Et ce qui est intéressant dans ce genre de démarche, c'est que finalement, ces 20 hectares qui ont été retirés à l'urbanisation permettent encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est l'agriculture, ça peut évoluer dans tout ce qu'on veut. On ne sait pas si c'est l'impératif climatique qui va prendre le dessus, l'impératif alimentaire, ou que sais-je, qu'on n'a pas encore vu arriver. Mais voilà, ça laisse des opportunités à des questions qu'on n'a pas encore repérées, qui risquent de se poser à nous d'ici les 20 prochaines années. Mais on peut faire moins, toujours moins. Moi, c'est un peu ma devise. Bon. Oui, je rebondis sur ce que vous disiez, Roland, parce qu'en fait, justement, on a eu une conférence ici. Allô ? Oui. On a eu ici même, à la plateforme de la création, il y a quelques jours, une conférence très intéressante avec l'élu de la ville de Pem, l'architecte, qui a mis en place une sorte de permanence architecturale un peu sur le mode de votre cellule, sur le paysage, mais c'était version architecture. Et en fait, on voit bien effectivement la difficulté des élus et finalement la politique très très volontariste qu'il faudrait qu'ils mènent pour croiser besoins économiques avec logements vacants, avec bâtiments vacants. Puisqu'en fait, dans la plupart que ce soit des villes nouvelles ou des villages, effectivement, on a un pourcentage de vacances qui est assez important, que ce soit pour du logement ou des équipements. Et à un moment, il faut le courage d'imposer aux bailleurs qui veulent construire du logement social, de leur dire « bah non, vous construisez pas, mais on réinvestit ces centres-villes qui sont à plus de 15% vacants et de faire la même chose à tous les niveaux, que ce soit pour du logement social ou pour des équipements ou pour du commerce. Voilà, mais ça demande une concertation, puisque par exemple sur cette commune, il expliquait, le maire, assez justement, que c'était plus lui qui avait le pouvoir, mais c'était la communauté de communes. Donc en fait, il faut que tous les acteurs soient alignés et qu'à un moment, ça soit une volonté commune de dire ça suffit, on croise les besoins économiques, on regarde les bâtiments et on trouve des moyens finalement pour que le coût ne soit pas plus onéreux, puisqu'en fait, il y a quand même pas mal d'architectes talentueux et d'urbanistes et de paysages qui montrent à travers leurs projets que ça ne coûte pas forcément plus cher. Mais quand vous disiez c'est la communauté de l'agglomération qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est vrai que c'est la compétence, enfin de ce que le maire disait. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi beaucoup de coproduction et de co-conception du projet, parce que je pense que surtout à ces échelles communales, le pouvoir il vient aussi des citoyens eux-mêmes. Et c'est Martinique, il reste beaucoup de choses à démontrer, y compris sur comment est-ce qu'on va financer le logement, comment est-ce qu'on va amener les bailleurs à faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude. Et je peux vous dire qu'en termes de qualité du logement, pour le coup, en Martinique, on a un pas assez conséquent à franchir. Le fait d'organiser avec les citoyens eux-mêmes, alors c'est plus facile quand on a déjà des structures, y compris des conseils municipaux de démocratie participative, par exemple, quand on a déjà des structures de participation bien établies et bien charpentées, c'est plus facile. Mais une façon aussi d'impliquer les différents niveaux de gouvernance à ces échelles communales ou intercommunales, c'est de jouer avec la mobilisation des habitants. Et c'est pas un truc populiste de dire ça du tout. Moi, j'ai une grande confiance en ça aujourd'hui et j'ai une grande passion pour l'échelle municipale. Parce que je pense que c'est vraiment du point de vue politique, démocratique, celle qui a encore le plus de confiance aussi. Et c'est là aussi les corps intermédiaires sont les plus efficaces encore et il y a plus de vitalité dans la capacité de s'organiser. Je suis certain que c'est une façon aussi d'accompagner les niveaux classiques de gouvernance vers d'autres façons de faire et de débloquer, parce que c'est souvent simplement des représentations qui bloquent. Je veux dire, pourquoi est-ce parce qu'on va dire non, mais ces logements-là ne sont pas attractifs.
En fait, ils sont très bien. À Amiens, on l'a vu. Dans le quartier nord, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des bars qui sont des bars immenses. Pour les adjoints à l'urbanisme de l'époque, les bars étaient responsables de tous les désordres sociaux, comme si c'était si facile que ça. Hein. Ce qui revient à dire que c'est les urbanistes qui sont responsables de l'inégalité sociale sur les territoires. Hein. Je veux dire, c'est aussi absurde que ça. Mais pour les habitants, c'était pas du tout une barre terrible, c'était un village. Et nous, on a démontré qu'on avait une capacité, y compris bioclimatique, de transformation de ce qui est un patrimoine en plus très important qu'on est en train de sacrifier de manière assez radicale. C'est juste une question de représentation des élus et des acteurs sur ces. Donc il faut changer les représentations. Ça, c'est le cœur, et ça se fait de manière participative. Alors Antoine, je voudrais d'abord vous dire que votre projet transgressif de Amiens, il est quand même assez formidable. Et si Pascal Cribier était encore de ce monde, il aurait adoré parce qu'il était à l'origine pilote de karting. Et donc, il faisait l'éloge de l'asphalte. Donc, l'idée de transformer l'asphalte en un lieu de biodiversité, c'est pas mal. Assez tellurique, mais quand même pas mal. Ça c'était la remarque. La question, elle est sur le projet de Montévrain. Parce qu'il est assez emblématique de... Vous avez parlé de la ville productive. Et si on prend l'exemple de Mantes-la-Jolie ou Badia-Berger, par exemple, un grand concours qui s'appelle sur Innova Park, justement, c'est par le schéma programmatique qu'ils ont justement fabriqué un autre type de ville d'activité. Est-ce que vous ne pensez pas que les architectes ont intérêt à s'impliquer beaucoup plus dans la question programmatique au regard de ces questions? Oui. Alors bon, là, on pourrait lancer le débat, savoir architecte, urbaniste, paysagiste, où est-ce qu'on en est. C'est pour ça que je parle de projet de territoire. Pour moi, notre rôle principal, c'est de poser la meilleure question au territoire. Et ça veut dire parler de programmation, parce que c'est simplement ça ce qu'on fait. C'est-à-dire, on lit un territoire, on interprète des situations et on propose des questions au territoire qui lui-même va résoudre. C'est le jeu simplement de l'urbanisme. Quelle est la meilleure question, la question la plus intelligente qu'on peut poser sur un territoire? Donc oui, il faut se saisir de ça. Pour moi, c'est le cœur du métier, vraiment. Parce que après, bien sûr, l'architecture est cruciale, la qualité architecturale, et on peut en parler à Marne-la-Vallée, parce que on peut réussir les 20 hectares d'aménagement agricole et paysager. Je suis pas tout à fait sûr d'avoir aussi bien réussi. Enfin, c'est pas moi, hein, mais qu'on ait si bien collectivement réussi la qualité architecturale dans ce secteur-là de la ville nouvelle. C'est assez, voilà, c'est assez médiocre. Pas tout, hein. Il y a des choses qui sont assez médiocres. Donc la qualité architecturale est centrale, mais c'est comment dire, c'est un achèvement, c'est un parachèvement de la question posée. Voilà, moi, alors on se bat beaucoup sur la question de la qualité environnementale de la construction. Donc on ne peut pas avoir tous les chevaux de bataille en même temps, c'est un peu compliqué. Déjà que c'est des projets qui sont, sur 10 ans, il faut avoir l'endurance. On se bat sur la qualité environnementale et oui, la performance environnementale de la construction. On se bat moins sur la question de l'esthétique et purement architecturale de ce qu'on réalise. Mais le cœur de la question reste une question programmatique, c'est sûr. On va prendre une dernière question dans la salle. En tant que gardien du temps, je préviens qu'on a déjà beaucoup de retard. J'ai une petite remarque. Je pensais à l'architecture écologique de Lloyd Wright. Et puis, je voulais demander, Monsieur Bouillon, à Singapour, vous avez des immeubles en hauteur qui sont de véritables écosystèmes maintenant. Alors, pourquoi dans des régions de terre aussi riches que cette région où vous construisez quelque chose, on ne pourrait pas donner ce genre de modèle? Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce sont des grands immeubles qui tournent même un écosystème grâce au numérique et tout. Vous en avez entendu parler, je suppose. La question, c'est la hauteur, c'est ça, moi, j'ai pas de position. C'est un moyen comme un autre, on va dire. C'est pas forcément toujours le plus pertinent du point de vue écologique, parce que c'est une question de rapport de surface par rapport aux façades et d'exposition. Donc, la vraie question, pour moi, vraiment, c'est d'être extrêmement précautionneux dans ce qu'on mobilise aujourd'hui dans les projets. À la fois, la première chose, le foncier, la terre, les sols, et ensuite les matériaux dont on a besoin pour réaliser ces architectures. Il y a des fois où les tours peuvent être pertinentes, des fois non. À Marne-la-Vallée, je ne suis pas sûr qu'on peut arriver à des milieux très denses. Paris est très dense et il n'y a pas beaucoup de tours, par exemple. Hein. On peut arriver à des tissus urbains très denses, très complexes, très intéressants, très riches du point de vue architecturaux, sans avoir nécessairement recours au modèle de la tour. On peut avoir recours au modèle de la tour. La question de créer des écosystèmes artificiels sur des tours, sur des bâtiments, pourquoi pas? Enfin, la chose la plus évidente à faire, c'est déjà de respecter les écosystèmes qui sont en place sur Terre. Et donc c'est en ça que je veux dire, il faut vraiment être très précautionneux sur l'usage qu'on fait du foncier. Merci Antoine Petitjean et bravo.
Rapide la remarque. Il faut se méfier effectivement des tours, parce que d'abord le rapport entre le mètre carré construit et le mètre carré utile n'est pas toujours très intéressant. Et puis en plus de ça, si on commence à végétaliser les tours, il y aura le droit à la lumière de la végétation pour faire sa photosynthèse, etc. Donc un éloignement les tours des unes des autres. Et si ça remet en cause le fait de changer le socle urbain et de redonner un socle urbain plus naturel, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant. Donc il faut faire très attention à où on mise le retour de la nature en ville. Je pense que moi, c'est par la terre qu'il faut le faire. Merci. Alors, nous avons encore 2 intervenants dans l'après-midi, dont la parole est précieuse et je voudrais pas que vous la manquiez. Donc, je vais néanmoins autoriser une petite pause de 10 minutes, mais je les annonce déjà pour que vous restiez parce que vraiment, ça vaut le coup de les entendre. Gilles Perrol, adjoint au maire de Montsartou, qui est number 1 dans le monde entier pour sa cantine en régie municipale et qui a vraiment une expérience hyper intéressante et très applicable à nous présenter sur les circuits courts alimentaires. Et puis, en conclusion, Pascal Mayol, qui est membre associé de la Fondation Nicolas Hulot, écologue et conseiller au CESE, et qui a travaillé lui aussi sur cette question d'agriculture urbaine, qui n'est pas sans lien, il faut le dire et le redire, avec la vitalisation des centres-villes. Voilà, donc 10 minutes de pause maximum, et à 16h15, on reprend.